Alors, on peut avoir, il y a un moyen de reconnaître sur les échantillons naturels le rôle de certaines phases, de certains minéraux. On peut les reconnaître le rôle dans l'évolution par la différenciation fractionnée, par exemple, pour reconnaître le rôle de l'olivine, le rôle du CPX, le rôle du spinel, le rôle du plagioclase, le rôle du phosphatalcalin, en n'utilisant pas seulement un élément chimique, mais un rapport d'éléments chimiques. Vous voyez, les rapports d'éléments en trace peuvent amener à identifier les phases en équilibre. Oui. Donc, je vous parlais des rapports d'éléments qui sont plus discriminants, si vous voulez. Ils sont plus puissants quand on cherche la réponse sur la nature de la ou des phases qui contrôlent la cristallisation. Vous allez voir, je vais vous donner deux exemples qui sont très parlants. L'idée principale, c'est que les rapports des éléments en trace sont souvent meilleurs indicateurs des rôles des minéraux que ne le sont les concentrations absolues. Vous pouvez être certain. Mais il faut choisir évidemment des éléments en fonction de leur coefficient de répartition. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui du rapport barium sur strontium. Alors, ce sont des alcalinotéreux et ils sont contrôlés par la cristallisation des feldspaths. Les deux feldspaths. Évidemment, le feldspath alcalin et le plagioclase. Donc, on va les utiliser pour savoir quel est le rôle de l'un ou quel est le rôle de l'autre. Quel est celui qui a le rôle prépondérant, excusez-moi, à différentes phases de l'évolution de notre système. On peut aussi utiliser le rapport nickel sur chrome, qui sont, eux, deux éléments compatibles. Les deux premiers, barium sur strontium, sont alcalinotéreux, ils sont évidemment incompatibles. Le nickel-chrome sont compatibles, ce sont les éléments de transition, et la variation du nickel et du chrome sont contrôlées à la fois par l'olivine et le pyroxène. D'accord. Donc on va essayer de voir un petit peu comment cela marche. Dans ces deux exemples, l'idée donc est de trouver un minéral avec un couple d'éléments unique pour lequel il est le seul à avoir un haut D pour un élément et un relativement faible D pour l'autre élément. D'accord? Le rapport entre ces deux éléments, selon qu'il monte ou qu'il descend, nous fera reconnaître systématiquement quelle est la phase qui est impliquée. L'exemple est très simple. Les deux exemples sont simples à comprendre. Prenons d'abord le rapport barium sur strontium et l'implication du feldspath alcalin. Comment est-ce que cela est possible? Alors, le strontium et le barium sont généralement tous deux des éléments incompatibles, vous le savez. On dit généralement parce que quand le système change de composition, ils peuvent changer de composition, mais généralement, ils sont incompatibles. Ils peuvent être utilisés pour déterminer l'implication de un ou des deux feldspaths. J'ai ici un tableau qui vous donne les éléments chimiques classés, et vous avez les minéraux desquels nous avons parlé tout à l'heure, et vous avez les coefficients de répartition. Bien. Si on prend le strontium, les coefficients de répartition, ils sont là. Vous voyez, si on prend par exemple le strontium, vous voyez, il est de 2,4 ici. Il est très compatible avec la structure du plagioclase. Ok? Vous avez ici le barium, vous voyez, qui lui, je n'ai pas donné ici, le strontium est exclu. Le strontium est exclu des minéraux communs, sauf du plagioclase, parce qu'il a un fort coefficient de répartition. Alors que le barium est exclu des minéraux communs, sauf du feldspath potassique. Ok? Bien. Le barium, en fait, se substitue très bien au potassium, et le strontium se substitue très bien au calcium. Voilà la raison. Bien. La cristallisation du plagioclase tend à augmenter le rapport barium sur strontium. Si le plagioclase cristallise, il va prendre du strontium. Donc le liquide résiduel va avoir du strontium qui va baisser. Donc le rapport barium sur strontium va augmenter. Si vous faites baisser le strontium, le rapport barium sur strontium augmente, sans que le barium soit modifié. D'accord? À l'inverse, la cristallisation du feldspath potassique tend à diminuer le rapport barium sur strontium. Si le feldspath potassique cristallise, le barium va rentrer dans la structure du feldspath potassique
puisqu'il se substitue au potassium, le liquide résiduel va être donc appauvri en barium. Et ainsi de suite. De ce fait-là, le rapport barium sur strontium va diminuer. D'accord? Celui-là va augmenter, celui-là va diminuer. Donc, la cristallisation des deux va tamponner le rapport. Si le rapport barium sur strontium reste constant, je sais donc qu'il y a une syncristallisation du plagioclase et du phosphatalcalin, ce qui le rend donc constant. En revanche, et je répète, si le plagioclase cristallise seul, je vais avoir le rapport barium sur strontium qui va augmenter. Je saurai que c'est le plagioclase. Si j'ai le rapport barium sur strontium qui diminue, je saurai que celui qui dirige les opérations, c'est le feldspath potassique. Si j'ai le barium sur strontium qui reste constant, ça veut dire que le système est tamponné. Alors, être tamponné, c'est avoir une composition qui ne bouge pas. Tamponné, c'est-à-dire il y a quelque chose qui fait que cette composition reste constante. Cette chose-là, c'est la syncristallisation du plagioclase et du phosphatalcalin. C'est pour cette raison que les rapports entre éléments sont plus discriminants, sont plus efficaces quand on les utilise que quand on utilise les valeurs absolues d'un seul élément. Il faut analyser cela aussi, évidemment, mais quand on utilise les rapports entre éléments, c'est beaucoup plus puissant. En plus, les rapports entre éléments diminuent les erreurs que l'on a faites au moment de l'acquisition des analyses, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout bénef. Deuxième exemple, le rapport nickel sur chrome et l'application de l'olivine et du pyroxène. Donc, le nickel et le chrome sont des éléments compatibles, mais leur compatibilité varie considérablement en fonction des minéraux qui sont impliqués. En l'occurrence, vous avez ici le chrome, voyez, qui a des coefficients de répartition 6 dans l'orthopyroxène, regardez, 15 dans le clinopyroxène, et seulement de 0,7 dans l'olivine. Le chrome est incompatible, c'est inférieur à 1 avec l'olivine. En revanche, le chrome, il a un coefficient de répartition de 15 avec le clinopyroxène. Si maintenant, je prends le nickel, c'est exactement l'inverse. Le nickel est très compatible avec la structure de l'olivine. Il a un D qui est égal à 10, et il a un D, il reste compatible avec ce PX, mais inférieur, 5 fois inférieur, il est de 2,5. On fait la même analyse. Le nickel fractionne plus dans l'olivine par rapport au pyroxène. Le nickel fractionne plus dans l'olivine, parce qu'il a un coefficient de 10, que dans le pyroxène. Fractionne, c'est-à-dire se sépare et va rentrer dans la structure de l'olivine. On est bien d'accord. Le chrome, lui, rentre plus facilement dans le pyroxène par rapport à l'olivine, puisque on voit qu'il a un D qui est égal à 15. Très bien. La cristallisation de l'olivine tend donc à diminuer le rapport nickel sur chrome. Si l'olivine cristallise, le nickel va rentrer beaucoup plus dans l'olivine que dans le CPX, donc le rapport va diminuer au fur et à mesure de la cristallisation fractionnée. On a ensuite la cristallisation du pyroxène qui tend à augmenter le rapport nickel sur chrome. D'accord ? Si le pyroxène cristallise, la quantité de chrome dans les liquides résiduels va diminuer. Donc le rapport nickel sur chrome, le même que tout à l'heure, cette fois-ci va augmenter. Donc je reconnais le rôle de l'olivine par la diminution du rapport nickel sur chrome. Je reconnais le rôle du CPX par l'augmentation du nickel sur chrome. Et enfin, de la même façon, si le rapport reste constant, il est tamponné. Alors on peut impliquer d'autres éléments comme le scandium. Bien, donc vous aurez donc remarqué que l'utilisation de rapports entre éléments permet de reconnaître le rôle de certaines phases.